Bonjour à tous. Bon, je pense qu'Alain, tu peux démarrer. Merci Mostafa. Bonjour mesdames et messieurs. Je me présente très rapidement, Alain Reyfas, ingénieur conseil à la direction de la santé au travail de la CARSAT Hauts-de-France. Notre webinaire sera consacré à une présentation des résultats de notre action nationale BTP Pro vers les maîtres d'ouvrage sur les 2 dernières années 2020-2021 pour l'ensemble du territoire métropolitain, y compris les DOM. Ces actions sont portées par le réseau Assurance Maladie Risque Professionnel. J'apporte une petite précision. Ce programme national entre dans la continuité du travail réalisé par les caisses régionales depuis maintenant. Bonjour à tous. Mustapha Ederbal, contrôleur de sécurité à la CARSAT des Hauts-de-France. Et j'ai le plaisir de participer aux côtés d'Alain à cette présentation. Je tiens par avance à remercier Laetitia Chiaoré qui sera notre modératrice et Alain Mallet en tant que régisseur. Cette présentation qui concerne les enjeux de la prévention des risques professionnels dans l'activité de construction va se décliner en 2 phases. La première va consister à vous présenter le programme national en 3 points. Pourquoi prévenir les chutes dans le BTP? De quelle manière? Et auprès de quels acteurs? Et dans un second temps, nous allons vous présenter les résultats de la première phase de l'action qui consistait à faire un état des lieux sur la période de 2019 à 2020, avec quelles actions ont été mises en place, quel a été l'impact de la prise en compte dès le dossier de consultation des entreprises dans le DCE. Donc ce programme, risque de chute dans le BTP, ce programme vise prioritairement le risque de chute de hauteur dans le milieu du BTP, mais vous constaterez au cours de notre présentation que le spectre de la prévention est élargi à d'autres domaines également très importants dans la conduite des opérations de construction. La prévention des chutes dans la construction est un enjeu fort pour l'assurance maladie et les risques professionnels. Le programme risque de chute, programme BTP Pro, est un des 3 programmes prioritaires de la COGE, Convention d'objectifs et de gestion, pour l'année 2018-2022. La Convention d'objectifs et de gestion est signée entre l'État et la Caisse nationale d'assurance maladie et a pour but de définir les objectifs de l'assurance maladie, les moyens de fonctionnement et les actions à atteindre. La Convention actuelle définit 3 programmes nationaux prioritaires, dont les TMS, avec l'action TMS Pro qui vise la prévention des TMS, des troubles musculo-squelettiques, RC Pro, qui est une action nationale qui vise la prévention des risques chimiques, et enfin BTP Pro, qui nous concerne tout particulièrement et qui fait l'objet de ce webinaire. La déclinaison de ce programme se fait au travers d'objectifs opérationnels. Le premier étant d'accompagner les maîtres d'ouvrage pour qu'ils intègrent le plus en amont possible les mesures socles de la prévention dans leurs opérations, s'assurer de la prise en compte des préconisations sur les chantiers et enfin communiquer auprès de l'ensemble de ces maîtres d'ouvrage sur le lien entre la prévention et la performance. Les finalités vont se traduire par la favorisation de la prise en compte de la prévention dans les marchés, qu'ils soient publics et privés, l'amélioration de la connaissance des maîtres d'ouvrage sur les bénéfices économiques et humains de la prévention, et enfin, mieux installer le coordonnateur sécurité-prévention de la santé, le CSPS, dans l'organisation des projets de construction, et ce, dès la phase conception. Bien évidemment, ce programme est essentiellement centré sur la thématique des chutes, mais le contenu de l'accompagnement est plus global, et concerne 5 thèmes prioritaires de prévention. On va, au fur et à mesure de cette présentation, appeler les tops,
et qui vous seront présentés un peu plus loin dans cette présentation. Donc, les deux chiffres clés que vous avez à l'écran, 80% et 5%, je vous laisse découvrir le contenu de la diapositive, mais ces deux chiffres traduisent chaque année des statistiques importantes et des statistiques que vous devez avoir en tête. Donc, ces deux chiffres traduisent environ 8 millions de jours de travail perdus dans les entreprises. Donc, pour les entreprises, c'est un coût direct de plus d'1 milliard d'euros qui sont versés au titre de leur cotisation assurant accident du travail et maladie professionnelle. Et cette estimation avoisine environ 5% du coût de vos ouvrages. Donc, ces chiffres sont très importants à retenir et ils prennent toute leur dimension dans nos actions de prévention vers les maîtres d'ouvrage aujourd'hui. Il y a un dernier chiffre que je voudrais vous préciser qui n'apparaît pas sur la diapositive. Le BTP constitue l'un des secteurs les plus sinistrés. 56 accidents du travail pour 1000 salariés, alors que la moyenne de tous les secteurs industriels, les services et l'industrie, tourne autour de 34 accidents du travail pour 1000 salariés. Le BTP en comporte 56. En complément de ces chiffres qui viennent de vous être donnés par Alain, et s'il me le permet, je tiens également à préciser que 8% des salariés du régime général travaillent dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Mais cette population génère à elle seule 20%, près de 20% des accidents du travail et plus ou moins 20% des maladies professionnelles. Vous aurez donc compris qu'à travers ces chiffres qui viennent de vous être donnés, l'importance d'une telle action et d'un tel déploiement sur l'ensemble du territoire national. La déclinaison des tops dont je vous ai parlé tout à l'heure, les thèmes opérationnels prioritaires, sont déclinés en 3 fiches élaborées par le réseau Assurance Maladie Risque Professionnel. Ils vont se décliner en 3 grandes familles et définies bien évidemment en fonction de la typologie du maître d'ouvrage. Nous allons donc retrouver une fiche spécifique à la maîtrise d'ouvrage dite CMiste, donc les constructeurs de maisons individuelles, une fiche à destination des maîtres d'ouvrage exploitants, et enfin une 3e fiche à destination des maîtres d'ouvrage de construction de logements et bureaux collectifs. L'objectif central de ce programme est de convaincre les maîtres d'ouvrage d'intégrer ces mesures socles dans leurs pièces marché. Vous retrouverez facilement ces 3 fiches sur le site Amélie, dans l'onglet Travail, votre secteur bâtiment et ensuite maîtrise d'ouvrage. Je vous laisse éventuellement quelques secondes pour pouvoir noter l'adresse. Sinon, vous allez la retrouver facilement en regardant l'enregistrement de ce webinaire. Bien. Donc, ce programme est déployé à partir de 5 thèmes opérationnels prioritaires que vous avez à l'écran. Alors, on les a vulgarisés sous forme de top. Thème opérationnel prioritaire, le 2, le 3, le 4 et le 5. Et nous avons regroupé, pour une meilleure lisibilité des résultats, 3 grandes familles de top. Donc, le top 1, le top 2 et le top 3, qui concernent la prévention des chutes, la gestion des approvisionnements et des manutentions. L'hygiène et les conditions de travail sont regroupées dans une même famille. Le top 4 constitue le sujet de la coordination SPS et le top 5 constitue le sujet concernant les interventions ultérieures sur l'ouvrage et le dossier qui est à constituer en fin d'opération. Vous retrouvez sur le côté les petits pictogrammes en face des tops, un échafaudage, une grue, un cantonnement, etc. Et donc, ça permet, dans la lecture que vous allez faire des prochaines diapositives, de mieux comprendre
ce qu'on va vous présenter. À présent, je vais laisser le soin à Mostafa de vous préciser le contenu de chacun de ces commentaires et je lui cède la parole. Ouais, merci Alain. Au niveau des exigences pardon, de chacun de ces tops, ils vont être en fonction de la typologie de la construction à mener. Je me permets de revenir sur le slide qui était juste avant. Donc sur le top 1 qui vise la prévention des chutes par la mise en commun des moyens de protection collective, on va également retrouver la mise en avant des remblais périphériques le plus tôt possible, et ce pour assurer un accès sécurisé au poste de travail. À défaut, on peut mettre en place des passerelles sécurisées munies de garde-corps. Ça, ce n'est qu'un exemple du thème, des différents items que l'on peut retrouver dans ce thème principal. Le top 2 concernant la gestion des manutentions et des approvisionnements, au-delà de la mutualisation des moyens mécanisés de type grue, ascenseur de chantier, mise en service anticipée des ascenseurs définitifs, on va également axer la démarche de prévention sur des accès sécurisés, donc un chantier qui soit correctement carrossable pour permettre aux différents engins de circuler de manière sécurisée et bien évidemment assurer des cheminements piétons sécurisés et bien séparés du flux des engins. Enfin, pour le top 3 concernant l'hygiène et les conditions de travail, au-delà de la base vie classique, dans l'idéal, c'est bien de veiller à ce que l'ensemble des VRD, voies et réseaux diverses, ait été réalisé en amont. VRD, donc le raccordement aux eaux usées, le raccordement à l'eau potable, l'électricité entre autres. Ça, ce ne sont que quelques exemples. Concernant le top 4 avec la coordination SPS, c'est de faire le choix du CSPS le plus en amont possible et au plus tard dès l'APS, donc l'avant-projet sommaire, bien définir les modalités de coopération entre le maître d'œuvre et le CSPS et assurer l'intégration des mesures du PGC, donc le plan général de coordination, dans les CCTP qui sont rédigés par le maître d'œuvre. Et enfin, sur le top numéro 5, donc l'intervention ultérieure sur l'ouvrage, assurer la sécurisation des surfaces dites fragiles de type puits de lumière, skydome, trappe de désenfumage, par des équipements spécifiques de type grille anti-chute ou grille anti-effraction. Et enfin, assurer des accès sécurisés aux organes techniques et aux toitures terrasses par le biais d'escaliers. Et enfin, la sécurisation périphérique par la mise en place de garde-corps définitifs et relevés d'acrotères suffisamment hauts. Donc, la cartographie des acteurs concernés par cette action nationale, bien évidemment, en premier lieu, l'ouvrage et leurs organisations représentatives, mais aussi les concernés par sur ce point-là. Alain va revenir un peu plus dans le détail dans le slide suivant. Enfin, les autres acteurs et plus particulièrement les CSPS et les maîtres d'œuvre, les partenaires, dont les partenaires institutionnels. Bien, donc le ciblage des entreprises. Alors ce ciblage, il est établi à partir des statistiques nationales qui fixent par priorité les corps de métier, bien évidemment, les plus exposés. Donc vous retrouvez à l'écran 12 familles professionnelles qui vont des métiers principaux, donc du gros œuvre,
de la charpente, de la, de la couverture, pardon, en passant également par les corps d'état techniques et les corps d'état secondaires, comme la menuiserie, la peinture, les revêtements de sol et les équipements techniques. Donc ces 12 familles professionnelles sont ciblées et sont en lien direct et en lien contractuel avec les maîtres d'ouvrage avec lesquels nous travaillons et les opérations sur lesquelles, bien entendu, nous avons eu à intervenir en situation d'observation directe. Le code NAF qui est affiché à l'écran est un code qui relève de la nomenclature d'activité française. Pardon. Mustapha, est-ce qu'on n'a pas Ah, problème? excusez-moi. Il paraîtrait On a eu un qu'il petit y a eu problème un technique. petit problème de micro. J'en suis désolé. Je pense qu'il faut que tu reprennes le contenu de la diapo, Mustapha, parce que peut-être que nos auditeurs n'ont pas entendu ce que tu as dit. Alors, excusez-moi, je vais revenir peut-être sur ce slide-là. Peut-être qu'il y a eu un petit problème. J'en ai pas été averti. Je ne sais pas d'où vient le problème. Veuillez m'en excuser. Ce que je disais, c'est que je reprends depuis ce slide. La cartographie donc des acteurs concernés, les maîtres d'ouvrage, en priorité les maîtres d'ouvrage et leurs organisations représentatives. Ensuite, les entreprises du secteur directement concernées par l'activité de la construction, c'est ceux que l'activité et les entreprises qu'Alain vient de vous présenter. Enfin, les autres acteurs de la construction et plus particulièrement les coordonnateurs sécurité et prévention de la santé. Et enfin, et également les maîtres d'œuvre, ainsi que les autres relais, notamment les relais institutionnels. Donc, concernant la présentation des entreprises, Alain nous les a présentées. Donc, ce que j'étais en train de vous dire pendant que mon micro était coupé, c'est que sur la période de 2019 à 2020, nous avons initié sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les DOM et les TOM, à peu près un peu plus de 2000 évaluations d'opérations. Celles-ci concernent à peu près 720 mètres d'ouvrage qui appartiennent aux 3 typologies dont on vous a fait état précédemment. Ça veut dire qu'on est intervenu aussi bien sur de la construction de maisons individuelles que sur des opérations de construction de logements et de bureaux collectifs ou des maîtres d'ouvrage qui construisaient pour leur propre compte. Ces 2000 évaluations concernaient à peu près un peu plus de 6000 entreprises et ça nous a permis de toucher environ 31 000 salariés. Bien. Donc, avant de vous présenter des résultats, je souhaite simplement vous apporter 2 précisions pour que vous compreniez bien cette lecture et qu'elle soit simple et compréhensible pour vous. La première précision, c'est que
soit le thème opérationnel prioritaire est applicable le jour de la visite, soit il ne l'est pas. Pardon. Et la deuxième précision, dans les deux cas de figure, la conformité de sa mise en œuvre, qu'il soit prévu ou non aux pièces marchées. Donc l'analyse que l'on fait sur ce programme est faite par thème opérationnel prioritaire et c'est donc une démarche méthodique. Vous allez voir donc à partir de ce graphique, on mesure une conformité de l'ensemble des thèmes organisationnels prioritaires que l'on vient de voir sur les opérations des maîtres d'ouvrage exploitants à hauteur de 62%. Ensuite, on mesure une conformité de l'ensemble de ces 5 thèmes pour 57% au niveau des opérations de logement et bureaux. Et la traduction du dernier graphe, c'est que on retombe à 36% de conformité globale de ces thèmes dans la construction de maisons individuelles. Alors, vous voyez bien en dessous du titre, c'est que la mise en œuvre conforme globale est soit prévue ou non dans le dossier de consultation des entreprises. Parce que à chaque fois que nous sommes allés sur le terrain faire les audits, nous avons travaillé autour de 3 axes. Le premier, c'est est-ce que le thème était réalisable le jour de la visite. Le deuxième était l'étude des pièces marchées pour voir si ça avait été anticipé et acté dans les pièces marchées. Et enfin, savoir si c'était réellement réalisable, que ça soit prévu ou non aux pièces marchées. Donc, vous voyez que sur 100% donc des audits réalisés, la conformité à nos 5 tops est assez. On a une belle marge de progrès hein, parce qu'on peut considérer que c'était vraiment conforme que dans un cas sur 2. Et c'est beaucoup plus inférieur au niveau de la maison individuelle. Bien. Donc là, vous avez à l'écran donc les mesures qui sont les plus souvent conformes sur les 3 top chantiers. Donc je vous rappelle que on a 3 familles de thèmes opérationnels prioritaires. On a regroupé donc les top chantiers avec les top 1, top 2, top 3, prévention des chutes, gestion des appros, et puis l'hygiène et les cantonnements de chantier. Donc sur la première famille, qu'il s'agit des top chantiers, on constate une plus grande conformité chez les maîtres d'ouvrage exploitants, 67% de mesures qui sont conformes, hein, de situations qui sont conformes. Il s'agit d'une famille qui concerne la coordination SPS, les maîtres d'ouvrage exploitants et les constructeurs de logements bureaux. Bon, on présente 50% de situations conformes. En même temps, le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Par contre, au niveau de la maison individuelle, vous voyez qu'on est bien en deçà de ce ratio. Et enfin, sur la troisième famille qui concerne les interventions ultérieures sur les ouvrages, là aussi, les exploitants et les logements sont à peu près à hauteur de 60%, un peu moins, 58%. Donc ces trois histogrammes en fait traduisent une disparité importante entre les typologies des maîtres d'ouvrage. On voit bien que les maîtres d'ouvrage exploitants et les maîtres d'ouvrage qui construisent des logements et des bureaux sont, je dirais, un peu au coude à coude hein, sur les bonnes pratiques, mais on est encore loin de résultats très satisfaisants. Par contre, en revanche, le secteur de la maison individuelle présente vraiment des et des retraits en termes de résultats qui sont très importants par rapport à ces deux typologies de maîtres d'ouvrage, puisque on va de 6% à 44% sur les thèmes considérés.
Donc, il reste malgré tout des marges de progression extrêmement importantes de ce point de vue-là. Enfin, vous allez voir que le thème portant sur l'hygiène et les conditions de travail est l'un des thèmes organisationnels prioritaires le plus souvent appliqués sur les chantiers. Concernant les tops 1, 2 et 3 qui sont regroupés sur les thèmes chantier et notamment prévention des chutes, on voit qu'il est conforme à 69% sur les opérations des maîtres d'ouvrage exploitants, à hauteur de 55% dans les opérations de logement et de bureaux collectifs, et on descend à 26% dans la construction de maisons individuelles, sur la thématique des chutes. Concernant la gestion des manutentions, on est de l'ordre de 56% de conformité sur les opérations des maîtres d'ouvrage exploitants, 52% pour les logements et les bureaux, et on est de l'ordre de 43% de conformité sur cette thématique dans la construction de maisons individuelles. Et comme le titre le précise, sur la thématique hygiène et conditions de travail, on a un taux de conformité qui est de 75% chez les maîtres d'ouvrage exploitants, 74% en ce qui concerne le logement et les bureaux, et un chantier sur 2 dans la construction de maisons individuelles est conforme par rapport à cette thématique. Alors, s'agissant de la coordination SPS, alors la coordination SPS, comme vous le savez tous, c'est une exigence importante qui est fondée sur l'application des principes généraux de prévention dans le monde de la construction, et celle-ci relève de la responsabilité des maîtres d'ouvrage. Or, vous constaterez à l'écran que si la désignation des CSPS pour les exploitants et les maîtres d'ouvrage qui construisent des logements et des bureaux montrent des signes encourageants, puisqu'on a un taux de satisfaction et de situation conforme à hauteur de 10%, il n'en reste pas moins que la coopération maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, coordination SPS et l'intégration de bonnes mesures dans les pièces marchées reste encore très insuffisante. Les pourcentages qui sont affichés à l'écran, entre 35 et 45%, c'est très insuffisant par rapport aux exigences qui sont fondées sur les principes généraux de prévention. Et là, le petit histogramme qui est en jaune, vous voyez apparaître deux résultats où on n'a pas de résultats, et ça montre que le secteur de la maison individuelle affiche des résultats aujourd'hui qui sont très éloignés des maîtres d'ouvrage exploitants et des maîtres d'ouvrage qui font du logement et des bureaux, puisque les résultats aussi entre 29% et aux alentours de 29%, mais le fait sur la coopération qui doit exister sur l'opération entre le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et le coordonnateur SPS est inexistante. On n'a pas de possibilité d'afficher des résultats dans le cadre du secteur de la maison individuelle. Donc ça, c'est quand même extrêmement inquiétant, et ça veut dire qu'il y a un vrai sujet à aborder, les donneurs d'ordre, les maîtres d'œuvre, les CSPS, dans le secteur de la maison individuelle. Enfin, concernant la thématique sur les interventions ultérieures sur l'ouvrage, on voit que la conformité porte bien souvent sur la sécurisation des surfaces fragiles. Je vous ai cité quelques exemples tout à l'heure, notamment sur les puits de lumière, les skydomes et les trappes de désenfumage.
bien souvent, on nous pose la question en disant, mais attendez, moi je comprends pas bien parce que le Skydome que j'ai acquis et que j'ai fait monter résiste à la partie réglementaire qui annonce 1200 joules de résistance. Mais il faut quand même savoir que sur la durée, cette résistance diminue du fait des conditions climatiques liées au gel, aux UV et autres. Hein. D'où la pertinence de sécuriser ces surfaces fragiles. Néanmoins, on voit bien que ça commence à se mettre en place hein, et de manière assez pérenne. Concernant donc la sécurisation de ces surfaces fragiles, on est conforme à hauteur de 71% quand il s'agit de logements ou de bureaux. Mais pour la partie sécurisation en périphérie, on descend à 60% sur le logement et les bureaux, et on n'a que 43% des chantiers qui ont été audités qui sont conformes par des accès sécurisés par escalier. Au niveau des maîtres d'ouvrage exploitants, la sécurisation des surfaces fragiles est portée à 68% contre 53% sur la partie sécurisation périphérique. Et on est de l'ordre de 55% concernant les accès sécurisés. Donc, ces chiffres-là traduisent bien qu'il y a une prise de conscience où il reste néanmoins des efforts à faire, mais une attention particulière portée sur la sécurisation sur les surfaces fragiles, mais il nous reste encore à tous une belle marge de progrès sur la sécurisation donc des risques de chute en périphérie des bâtiments, notamment sur les toitures planes, toitures terrasses. Et on voit que concernant la maison individuelle, hein, même si on est bien conscient que le niveau d'exigence est moindre que par rapport à du collectif, on ne mesure aucun intérêt ou quasi aucun intérêt pour améliorer les interventions ultérieures sur ces constructions. Donc, cette dernière diapositive traduit de façon synthétique tous les enjeux qui sont les nôtres vis-à-vis de nos maîtres d'ouvrage. Hein. Vous voyez à l'écran un résumé hein, de la présentation et notamment on insiste bien sur la prise en compte dès la conception des opérations et cette prise en compte de mesures et de nos thèmes opérationnels prioritaires dès la conception favorise la conformité de vos opérations. Les constats, ils sont visibles dans chaque secteur, que ce soit pour les maîtres d'ouvrage, logement bureau, les exploitants ou le secteur de la maison individuelle. Alors, on a fait figurer sur ces histogrammes à chaque fois en mauve les mesures qui sont prévues, en orange les mesures prévues, en bleu la conformité qui sont celles qui sont prévues, et en jaune cette conformité quand elles ne sont pas prévues. Les résultats pour les trois typologies et pour chaque famille top, donc top 1, le top chantier, coordination et le top intervention ultérieure, sont caractérisés par des écarts importants dans les résultats. Sur les mesures qui sont prévues, on voit qu'on oscille entre 13 et 63%. Sur la conformité, on oscille entre 4 et 54%. Donc cette diapositive et ces résultats viennent bien que la phase de conception constitue tout l'enjeu d'une opération
en matière de prévention. Donc voilà, ce webinaire et cette présentation s'achèvent sur cette diapositive. Je vais vous remercier tous de j'espère que cette présentation vous a convaincu, notamment celle qui concerne bien évidemment les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les SPS qui sont. Et j'espère que vous aurez pris conscience que les caisses régionales et la Caisse nationale d'assurance maladie et le risque assurance maladie, risque professionnel sont à vos côtés pour améliorer aujourd'hui les résultats qui sont les nôtres. Et je pense qu'on est tous capables, tous ensemble, de faire beaucoup mieux demain sur les opérations de construction dans le milieu. Je vais laisser à présent le mot de la fin à Mostafa. Et je... Alors, moi, tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le petit problème technique qu'on a eu. Mais bon, ce webinaire n'est pas encore terminé. La présentation effective de l'action BTP Pro est maintenant terminée. Je vais vous inviter à partager un témoignage d'entreprise. Et à l'issue de ce témoignage, on reviendra un petit peu sur les questions qui nous ont été posées et auxquelles on va essayer de répondre. Alors, y a-t-il de nombreuses questions? C'est la reconversion de la base aérienne 103 de Cambrai en plus grande base logistique d'Europe. On va développer ici près de 750 000 m² d'entrepôts de stock dédiés au e-commerce. Nombre de salariés présents sur le projet pour construire le projet. En moyenne, on est à une centaine et on peut monter à des pics de 300 salariés. On a bien anticipé le chantier puisqu'on a lancé des réunions avec la CARSAT en prévision du commencement du chantier. En sachant qu'on a le plus gros chantier logistique d'Europe, on a préféré appréhender les problématiques de sécurité bien en amont et bien en avance de phase avec les services de la CARSAT. Et on a anticipé en créant des réunions préalables au démarrage des travaux. Nous avons un chantier un peu particulier où on a contracté ce qu'on appelle un contrat de promotion mobilière qu'on a confié à Quartus Logistique, qui est mandaté pour la construction de notre chantier. La première réunion a été prise à l'initiative de la CARSAT. On s'est rencontrés, on a posé les bases du chantier, les bases des préconisations reçues par la CARSAT pour mettre en œuvre le chantier. Et ensuite, la deuxième réunion a été à notre initiative. On a reçu la CARSAT, l'inspection du travail, avec Quartus Logistique pour mettre en place tout le dispositif sécurité nécessaire et inhérent au chantier. Dans la conception de son projet, Yves-Allais était très sensible aux arguments de la CARSAT et beaucoup de paramètres ont été intégrés dès la conception du projet, notamment les éclairages naturels qui sont importants, qui donnent un environnement de travail confortable, des systèmes de blocage de roues pour les mises à quai, des zones de refuge également. On a également intégré dès la base des accès toiture de type escalier et non pas échelle. La maintenance de tout le matériel qui est en toiture est importante et régulière, donc elle nécessite des moyens adaptés. Notre expérience Quartus fait qu'on a conforté ce système-là, on l'a même enrichi en imposant quasiment partout les garde-corps à 1 mètre qui servent à la fois en phase d'exploitation mais qui sont très confortables en phase chantier. On a travaillé ensemble à optimiser tous ces points-là et à les intégrer dès le départ. Toutes ces exigences de sécurité ont un coût, bien évidemment. On arrive à les minimiser, à les intégrer complètement au coût de construction en faisant de certaines demandes des choses directement définitives. Par exemple, nos garde-corps qui sont tout de suite mis en place et ne représentent pas un surcoût de fait dans la construction. Après maintenant 2 ans de chantier, on peut dire que le maître d'ouvrage a atteint un niveau de maturité en termes de prévention des risques professionnels. Les thèmes opérationnels prioritaires du programme Risque Chute Pro BTP sont pris en compte dans le cadre des travaux, devraient l'être dans les futures tranches qui sont prévues dans les mois à venir. Nous continuerons bien évidemment à assurer le suivi du chantier et resterons à l'écoute du questionnement du maître d'ouvrage et des acteurs du chantier. Parallèlement à ça, nous allons également concentrer nos efforts sur le suivi des exploitants qui prennent possession progressivement des locaux, des bâtiments logistiques qui leur sont mis à disposition par le maître d'ouvrage. Voilà, donc très bien. C'est un beau témoignage d'un maître d'ouvrage
évidemment, qui est sur un chantier assez exceptionnel, mais il en demeure pas moins que même les petits maîtres sont capables de faire aussi bien dans leur domaine. Donc, j'espère maintenant qu'on a peut-être des questions sur Alors, lesquelles on peut. si je puis me permettre, Alain, j'ai reçu quelques questions de la part de notre modératrice. Dans la construction de maisons individuelles, comment sensibiliser la maîtrise d'ouvrage, exemple le particulier, Monsieur Dupont, d'intégrer la prévention sur les chantiers, sachant que cela pourrait jouer sur le coût des travaux. D'accord. Donc, c'est un maître d'ouvrage particulier qui veut faire construire sa maison, auquel on veut lui donner de bonnes pratiques de prévention. Eh bien, la première des tentes, c'est de lui expliquer que la santé et la sécurité des opérateurs qui vont construire sa maison, ça devient une exigence fondamentale parce que, comme on vous l'a dit tout à l'heure, hein, les accidents du travail coûtent très cher aux entreprises. Le maître d'ouvrage particulier qui fait construire sa maison, il fait construire sa maison avec des hommes et des femmes et leur santé est prépondérante. C'est un argument important. Et ensuite, il faut regarder avec ce particulier de quelle manière on peut trouver le meilleur rapport qualité-prix en prenant en compte les mesures de prévention. Alors évidemment, on ne va pas chercher à avoir des mesures de prévention aussi importantes que sur des ouvrages un peu exceptionnels, mais en tout cas, on peut se poser les bonnes questions d'entrée, notamment sur les cantonnements, sur l'hygiène, sur la sécurité en hauteur, les échafaudages, la façon de circuler sur le chantier, des principes de base et de bon sens qui vont permettre d'assurer de bonne sécurité et d'avoir un chantier qui reflète une bonne image. Parce que si le particulier construit sa maison, c'est qu'elle est maison et que lors de la construction, on l'observe et on la regarde. Oui, et moi je compléterais aussi par le fait que le maître d'ouvrage lambda, pour moi, n'a pas la capacité à définir ni à construire de lui-même. Donc en règle générale, il va passer par ce fameux maître d'ouvrage CMiste, donc constructeur de maisons individuelles, qui peut travailler soit en lotissement, soit en diffus. À partir du moment où on passe par un CMiste, le maître d'ouvrage lambda, hein, Monsieur Dupont, va déléguer de fait, car il est non sachant, la responsabilité de la construction à ce fameux CMiste, qui lui endosse automatiquement cette casquette de sachant et doit de ce fait appliquer les prérogatives du Code du travail, du Code de la sécurité sociale et tout mettre en œuvre pour assurer la santé et sécurité des salariés, des compagnons, des entreprises qu'il va mandater pour la construction de ce logement. Ensuite, j'ai une petite question. Donc là, c'est plus une demande de précision, hein. Donc je lis, hein, c'est bien précisé que les exploitants sont en fait inhérents aux bâtiments industriels et que les bailleurs sociaux, je présume, qui sont exploitants dans leur logement sont concernés par les TOP, donc les thèmes organisationnels prioritaires, au titre du logement et des bureaux. Donc effectivement, hein, je valide cette réflexion. C'est qu'un bailleur social qui va devenir, qui reste propriétaire et exploitant de ces constructions, doit appliquer les TOP qui sont dans la fiche qui détermine les différents items dans la fiche maîtrise d'ouvrage logement exploitant. Logement collectif, pardon. Autre petite question. Bonjour. Concrètement, que faut-il prévoir en maison individuelle pour être conforme à la conception? 87% des mesures non prévues, quelles sont-elles?
Alors, la personne qui pose cette question, je ne sais pas comment elle a compris les résultats, mais s'il y a 87% complète, c'est qu'on peut considérer que le thème opérationnel prioritaire, il n'est pas du tout pris en compte. Voilà, donc ça c'est une première réponse. Après, à l'intérieur du thème opérationnel prioritaire, on vous a rappelé quand même quelques points fondamentaux qui sont indispensables à la mise en œuvre de bonnes mesures. Il suffit d'apporter à ces mesures pour trouver les éléments de réponse. Ça n'est pas la CARSAT qui va vous donner des réponses clés en main. Hein, on n'est pas sur du cousu main, puisque dans le secteur de la maison individuelle, on va avoir des constructions qui ont des particularités, des difficultés. Et tout ça, ça doit s'apprécier en matière d'analyse de risque, d'évaluation des risques. Et les SPS, notamment, sont là pour faire ce travail. Il y a à la fois une réponse globale, mais la réponse concrète, puisque c'est le terme employé, quelles sont les mesures concrètes? Les mesures concrètes sont contenues dans les thèmes opérationnels prioritaires que l'on préconise. C'est tout aussi simple que ça. Alors, on va reprendre encore une question ou deux. Donc, les résultats communiqués sont-ils pour l'essentiel issus d'opérations pour lesquelles les maîtres d'ouvrage ont été sensibilisés? Alors, si tu me permets, Alain, je vais essayer de répondre à cette question. Hein. C'est que, comme je vous l'ai expliqué, on est en cours de cette action nationale. Donc, en 2019 et 2020, il y a un état des lieux qui a été fait par des audits chantiers. Mais parallèlement, bien évidemment, l'ensemble des agents ont veillé à faire la promotion des tops en direction des maîtres d'ouvrage qui étaient dont dépendaient ces opérations, de manière à les sensibiliser à la fois au programme national, mais également les sensibiliser sur l'intégration des 5 thèmes opérationnels prioritaires. L'objectif était d'accompagner les maîtres d'ouvrage pour leurs futures opérations. Donc, même s'ils étaient sensibilisés au moment de l'audit, ils n'étaient pas forcément conscients parce qu'on travaille en parallèle. Et l'objectif étant bien évidemment que sur les opérations futures de ces opérations, les maîtres d'ouvrage que l'on a rencontrés sur 2019 et 2020, puissent, pour leurs futures opérations, intégrer ces tops. En résumé, j'oserais dire que si on refait le même exercice de restitution suite aux audits qui vont avoir lieu cette année et l'année prochaine, on ose espérer que les résultats n'en seront que meilleurs. Question un petit peu réglementaire. Quel texte, loi, décret ou autre oblige un maître d'ouvrage à retranscrire le PGC dans les pièces écrites des marchés, notamment dans les CCTP? La loi, on en a parlé pendant la présentation du webinaire. La loi aujourd'hui, elle est inscrite dans le marbre. Ce sont les 9 principes généraux de prévention. Et l'application de ces principes généraux de prévention impose aux maîtres d'ouvrage de mener une action en ayant d'abord la connaissance de ces principes généraux de prévention, mais surtout en mettant ces principes généraux de prévention en application. Donc voilà, la loi, c'est celle-là. Il n'y a pas besoin de chercher de texte particulier, de décret, de circulaire, d'arrêté ou de je ne sais quoi. La loi est suffisamment élargie
de ce point de vue-là. Et à l'intérieur de chaque principe généraux de prévention, il y a des déclinaisons très détaillées qui sont faites. Donc voilà, il suffit de faire application de ces principes généraux de prévention. Et la loi a prévu, en l'occurrence, de donner de l'application de ces principes au maître d'ouvrage, qui s'entoure d'ailleurs d'un coordonnateur SPS et d'un maître d'œuvre pour cela. Voilà le contenu de la loi. Bon, ben, je pense que par rapport aux questions qui nous ont été envoyées par le modérateur, on a répondu à l'ensemble des questions. Je pense qu'on a épuisé les questions. Donc, vous avez encore 9 minutes. N'hésitez pas à nous solliciter. Alors, moi, je voudrais rappeler simplement que notre action nationale aujourd'hui, qui est orientée donc vers la maîtrise d'ouvrage et leurs partenaires, que sont les coordonnateurs SPS, et pas seulement, parce que économiste de la construction, on pourrait parler de tout un tas de professions qui encadrent le montage des qui encadrent la réussite de ces opérations. Il faut bien comprendre que ce programme national vise à que le réseau assurance professionnel aujourd'hui se positionne pour être un accompagnateur. On est aujourd'hui positionné et centré sur cette action très importante parce qu'on est convaincu que la préparation, la bonne organisation, la bonne conception, les échanges, les ententes, le dialogue, la participation aux réunions de chantier entre les différents partenaires peut apporter des solutions. N'allons pas chercher à se réfugier, voilà, il ne faut pas se réfugier vers une volonté de retrouver le texte qui va bien, le texte qui n'existe pas. Le sujet de fond n'est pas là. Le sujet de fond, c'est que aujourd'hui, ces principes généraux de prévention, ils sont dans la loi, ils doivent être appliqués sur les chantiers. Et ce qui est important, c'est de regarder tous ensemble comment on peut faire pour les appliquer. On sait qu'il y a des difficultés sur les opérations, on sait que ça n'est pas facile. Mais ce qui est important, c'est de pointer en amont ces difficultés, d'y réfléchir ensemble, de s'interroger, de se rencontrer et de trouver ensemble le meilleur moyen possible de mettre en face des solutions qui vont donner des résultats aboutis en fin d'opération. C'est ça qui est important. Et le programme, d'ailleurs, il est déployé de cette façon-là. 2022, on va retourner sur les opérations. On va mener une amélioration du niveau de prévention qui est celui qui a été évalué aujourd'hui au cours de cette présentation. On va regarder tous ces sujets-là et on espère bien qu'en fin 2022, on pourra vous présenter quelque chose qui volonté de la maîtrise d'ouvrage, des maîtres d'œuvre et des coordonnateurs SPS, de travailler à nos côtés et de montrer que le niveau de prévention s'est amélioré dans la construction en France et dans les DOM-TOM. Et ça, c'est très important pour nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mousse, ou pas Je suis en train de regarder, mais dans celles qui nous sont proposées par le modérateur, non. D'accord. Et j'ajouterai simplement que ce programme, bien évidemment, ne va pas s'arrêter fin 2022. Il va se poursuivre 2023 et bien au-delà. Et qu'on est en train d'enrichir au sein du réseau assurance maladie risque professionnel avec les ingénieurs, contrôleurs du réseau. On est quand même 13 caisses régionales, il y a les CGSS, les DOM-TOM, voilà, toute cette expertise nationale réfléchie à
ajuster notre programme, réfléchir à d'autres actions, réfléchir à d'autres outils. Mais aussi, il faut comprendre que bon, le webinaire, il est destiné vers nos partenaires, nos maîtres d'ouvrage, nos maîtres d'œuvre, nos coordinateurs. Mais on veut surtout leur faire comprendre que si on enrichit nos connaissances et notre expertise, c'est pour la mettre à leur disposition, mais pour faire en sorte qu'ils puissent l'utiliser et qu'on puisse avoir demain de beaux chantiers sur le territoire national et dans les dom-toms. Alors Alain, c'est pas vraiment une question, mais plutôt une réflexion que je lis là à travers ce que nous a envoyé Laetitia. C'est je pense également que les institutions devraient également mener des enquêtes sur les honoraires des CSPS et sensibiliser les maîtres d'ouvrage sur ce thème. Les TOP, c'est très bien, mais beaucoup de CSPS ne sont pas rémunérés à leur juste valeur et ça pose un problème de compétence et donc de disponibilité. Par exemple, beaucoup de MOA ne rémunèrent pas les DOL. Voilà, c'est plus une réflexion. Nous, on incite fortement avec le top numéro 4, donc, qui concerne l'intégration du CSPS, vraiment à ce qu'il y ait une vraie reconnaissance de la coordination SPS et ce, dès la phase conception, que le CSPS puisse être écouté, qu'il puisse amener sa plus-value, que son PGC, qui est une pièce contractuelle au marché, ne fasse pas partie des 6e ou 7e ou 8e pièces dans l'ordre de consultation. Donc oui, effectivement, le réseau assurance maladie a bien compris une chose, c'est qu'il faut mieux asseoir, et c'est un de nos thèmes que vous retrouvez dans l'action nationale et qui vise à mieux intégrer la mission CSPS. Maintenant, concernant les prix, c'est un peu dommage que je vais vous dire, c'est peut-être un petit peu brut de fonderie, mais n'oubliez pas, messieurs, que c'est vous qui répondez à des appels d'offres et que c'est vous qui mettez le niveau de rémunération en face. À un moment donné, donc oui. Voilà, il faut bien réfléchir. On peut préciser aussi, Mostafa, que pour aider les maîtres d'ouvrage, notamment, il y a une norme AFNOR qui existe. Alors, j'ai pas la référence en tête, c'est 8600, mais je suis pas sûr de moi, qui leur permet donc de bien définir le contenu de la mission au regard de l'ouvrage qu'ils vont construire, de bien étalonner leurs réflexions en matière de choix et de désignation de ce coordonnateur. Donc, cette norme, elle vient aujourd'hui donner à son maître d'ouvrage pour bien choisir son coordonnateur, pour bien définir sa mission et pour encadrer aussi la rémunération qui doit être celle du coordonnateur SPS en fonction de la difficulté de la mission, en fonction de l'ouvrage. Donc, cette norme définit un certain nombre de critères et elle permet au maître d'ouvrage de bien choisir son coordonnateur dans dans une réflexion rapport qualité-prix optimisé. Donc, pas rémunérer correctement les coordonnateurs SPS lorsqu'ils présentent des qui sont pertinentes et qui sont adaptées à la difficulté de l'ouvrage et aux besoins qui vont être ceux du maître d'ouvrage. Donc, c'est encore une fois la coopération, l'entente, et le choix qui doit être fait à un moment donné de désigner son coordonnateur dans des bonnes conditions et à un niveau de prix qui soit satisfaisant au regard. Très bien, Alain. Je ne vais pas jouer les maîtres du temps, mais on va arriver à l'heure qui nous avait été consacrée pour ce webinaire.
Je tiens à remercier l'ensemble des participants d'avoir assisté à cette présentation. Et je te laisse donc le mot de la fin, là. Bah, comme je l'ai dit, je remercie tous nos maîtres d'ouvrage, tous nos maîtres d'œuvre, et tous nos coordonnateurs qui ont assisté à ce webinaire. Et j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux à nos côtés pour déployer aujourd'hui, demain et après-demain ce beau programme national qui va porter ses fruits. En tout cas, je le souhaite sur les opérations de construction que